Bonsoir. Je me présente rapidement. Je ne suis pas membre du MRC, mais bon, je suis forcé d'être sympathisant puisque je suis là ce soir. Je suis Joël Engo, président du comité de libération des prisonniers politiques au Cameroun, qui est une association en fait de droit français, mais qui intervient plus sur le territoire camerounais. Être ici ce soir, c'est en fait une symbolique. C'est la première fois que j'arrive au barreau de Paris pour un meeting politique. La dernière fois que j'y étais, c'était pour Michel Thierry à Tangana, où on avait fait une réunion sur la détention arbitraire. Donc je voulais intervenir pour demander au professeur Kanto, d'abord comme ancien ministre de la Justice au Cameroun, c'est une question qui est importante parce que j'ai écouté votre discours. Évidemment, on ne peut pas parler de la question de la fraude électorale au Cameroun sans parler de la restauration de l'état de droit au Cameroun. Et je voulais vous poser une question par rapport au délitement du système judiciaire au Cameroun, vous le juriste. Comment comptez-vous vous attaquer à ce problème et à un problème très précis qui est la dernière formation de la Cour suprême au Cameroun, qui pose énormément de problèmes au niveau des personnes que nous accompagnons actuellement. Beaucoup l'ont récusé. Et je veux savoir quelle est la position du MRC par rapport à ce problème précis. Je vous remercie. Merci. Une autre question? Ah oui, de l'autre côté. Excusez-moi, je suis Patrick Domo. Je remercie la délégation du MRC. Je vous félicite également pour tout ce travail que vous faites pour l'intérêt des Camerounais. La première question, je la pose directement au président, tout en lui demandant, comme a dit tout à l'heure les députés, tous les membres de l'opposition au Cameroun ont été militants du RDPC. Nous savons effectivement que le professeur Maurice Kamto a travaillé avec le système RDPC, il a été ministre dans ce gouvernement. Alors, je me pose la question de savoir, est-ce que le professeur Maurice Kamto n'a pas quitté ce gouvernement, créé son parti, pour monter les enchères, afin de négocier encore un gouvernement d'union avec le RDPC dans quelques années? C'est la première question. Ma deuxième question, en fait, je voudrais savoir la position du MSC par rapport à l'homosexualité. Bon, je sais pourquoi je pose cette question, et si vous visitez les réseaux sociaux, vous avez un Vous avez le droit de poser votre question. Donc, deux questions. Excusez-moi, oui, je termine. Je termine. Oui. Juste par un complément, tout en disant en fait que le problème au Cameroun aujourd'hui n'est pas un problème politique, c'est juste, excusez-moi du terme, le problème au Cameroun est essentiellement celui du code électoral. Si nous nous battons tous pour un véritable système électoral au Cameroun, les partis politiques n'auront même pas besoin de faire des campagnes pour pouvoir renverser le régime. J'en ai terminé. J'interviens dans le cadre du deuxième plan d'action. Il me semble que la langue, le langage, n'est pas net dans la manière de penser et d'agir avec efficacité. Et nous avons constaté que les Camerounais, dans les années 50-70, quand il y avait un problème mathématique, certains transposaient en leur langue du pays, et puis, une fois résolu, ils mettaient dans la réponse en langue française ou anglaise. Donc, j'ai une fois écouté qu'on sollicitait l'aide diaspora pour la constitution d'une langue camerounaise, et nous avons réussi à le faire. Un problème qui date d'un siècle. Oui. Alors, donc je votais, quel que soit le parti qui vient au pays, si j'étais au pays, j'ai dit que si vous ne pouvez pas soutenir la langue camerounaise pour la formation des gens dans le domaine de haute ingénierie et sciences techniques, là, je vais dire qu'on ne vous vote pas. Bien, merci. Je voudrais remercier ceux qui ont bien voulu poser ces questions. La première question a trait au délitement du système judiciaire, notamment la Cour suprême. J'ai moi-même dit dans mon propos liminaire
on avait de réels soucis justement avec cette justice dont les décisions sont régulièrement contestées. L'absence de confiance dans la justice d'un pays est quelque chose d'extrêmement grave, tout comme l'absence de confiance dans le système électoral. Toutes les crises que nous observons en Afrique, et pas seulement au Cameroun, viennent justement du déficit de confiance ou de l'absence totale de confiance des populations ou des électeurs dans le système électoral. Il en est de même de la justice. Quand vous voyez par exemple la justice populaire se développer dans nos villes, c'est-à-dire on attrape quelqu'un que l'on accuse, parfois à tort d'ailleurs, d'avoir volé, on lui met le collier terrible dans la roue, une roue de voiture, et on l'enflamme, il meurt vif. C'est parce qu'on n'a pas confiance dans toute la chaîne judiciaire, c'est-à-dire depuis le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie jusqu'au juge qui va prononcer la décision. Soit parce que ça donne lieu à des marchandages et c'est le plus offrant qui arrivera à s'en sortir, soit parce qu'on relâche aussitôt sans avoir jugé. Donc vous posez là une vraie question et c'est une question qui nous préoccupe. Ce que je peux vous dire, en particulier s'agissant de la Cour suprême, puisque vous avez évoqué ce cas-là, c'est qu'il me semble, parmi les pistes que nous explorons au MRC, sans être sûr pour l'instant que c'est la meilleure, c'est un système dans lequel on nommerait les magistrats de la Cour suprême un peu à la manière américaine, où des gens pressentis ou désignés, choisis pour être juges à la Cour suprême passent ensuite devant la représentation nationale, ou en l'occurrence le Parlement, et peut-être le Sénat. Aux États-Unis, c'est le Sénat. On peut voir dans notre pays, si c'est le Parlement réuni en congrès, quelque chose comme cela, où il peut y avoir des lieux de modération ou de correction de la décision présidentielle pour que le poids de l'exécutif, et surtout du chef de l'exécutif, ne soit pas aussi important et aussi écrasant qu'il l'est aujourd'hui. D'autant plus qu'ensuite, le magistrat, lui, devant tout, peut difficilement prendre des décisions qui vont à l'encontre de ses intérêts. Donc, c'est une des pistes que nous explorons. Une autre piste que nous avions explorée dans un colloque que nous avons tenu en 1996. En réalité, c'était une rencontre organisée par la Cour suprême de l'époque. C'était le renforcement du pouvoir judiciaire au sens où le Conseil supérieur de la magistrature n'aurait plus la composition ni la désignation actuelle, où il ne serait plus présidé par le chef de l'État ou le président de la République, mais où l'exécutif serait simplement représenté, le poids ultime revenant aux magistrats eux-mêmes, les plus élevés dans la hiérarchie. C'est autant de formules qu'il faudra voir. Je ne peux pas vous garantir que l'une ou l'autre formule donne des assurances d'une impartialité totale, mais ce sera toujours mieux que ce qui existe à l'heure actuelle. Pour ce qui est de la deuxième question, je vais répondre en partie, je laisserai à mes camarades, en particulier aux députés, le soin de répondre à d'autres. Je crois que votre question est partie sur une assertion un peu rapide. Elle est tellement contractée qu'elle peut véhiculer une contre-vérité. Parce que quand vous dites tous les membres de l'opposition au Cameroun ont été membres du RDPC, si j'ai bien compris. Donc si vous dites ça, c'est faux. Donc je m'inscris en faux parce que jamais été membre du RDPC. Et j'ai jamais été membre d'aucun parti politique avant le MRC, ni même de l'UNC. Alors si les Camerounais, j'espère qu'on aura le temps un jour peut-être d'être un peu plus long sur le parcours de chacun. Je suis de ceux qui conseillent à ceux qui s'intéressent à la politique de s'intéresser aux trajectoires des hommes, pour que personne ne se présente à vous comme ce qu'il n'est pas. Donc, vous pouvez vérifier, moi je n'ai jamais été dans l'UNC. À l'époque, on achetait les cartes pour tout le monde. Mon père est arrivé à la maison un jour avec ma carte. J'ai dit que je ne la prenais pas. Et je n'ai jamais été dans l'UNC. Je n'ai jamais été dans le RDPC. En 1992, parce qu'après, le RDPC à son tour a dit « Ah, mais tu étais du SDF ». Et quand ça arrange, les autres ont dit « Oh, mais vous êtes du RDPC ». Sauf qu'en 92, il y avait ce qu'on appelait l'Union pour le changement. C'était une coalition société civile personnalité pour soutenir M. Foundi.
C'était comme ça. Et j'ai fait 7 ans au gouvernement, j'ai jamais été du RDPC. Et je répète toujours que M. Grégoire Onaké, je me permets de citer son nom, bien que j'aime pas citer les noms, mais c'est pas négativement, qui est le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, a dit dans une émission de télévision, quand même au Cameroun, où on disait, oui, mais enfin, votre camarade Kamto, il a dit, on aurait bien voulu avoir Kamto avec nous, mais il n'est pas avec nous. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse pour que les gens, pour que les gens comprennent que j'ai jamais été du RDPC. Alors, cette clarification, cette précision est en fait... Alors, oui, je suis parti créer mon parti pour faire ensuite une surenchère, voilà, pour négocier ou pour faire un gouvernement d'union nationale avec le... Je peux vous donner des assurances là-dessus. Ça ne correspond pas à mon... Je pense que si, je ne suis pas plus mauvais qu'un autre. Hein. Je crois que si c'était ça le cas, si c'était ça le but visé, c'est fait de la manœuvre, je crois qu'en restant dans le gouvernement, j'aurais bien pu négocier pour mieux. Ça, je peux vous le dire. Donc le problème n'est pas là, non. Je suis parti du gouvernement, je l'ai dit, parce que j'estime que le pays n'était pas sur une bonne trajectoire, ni sur le plan politique, ni sur le plan économique. Et chaque jour qui passe me conforte dans cette idée. Et j'ai fait un parti politique parce que je suis Camerounais. La nature, Dieu ou tout ce que vous voulez a voulu que je sois Camerounais et que je n'ai pas une autre patrie et que je n'ai, comment dirais-je, pas d'autre choix que d'apporter ma petite contribution à faire bouger les choses dans le bon sens. La vérité est que il est difficile dans les conditions institutionnelles du Cameroun aujourd'hui de le faire, même en adhérant au RDPC ou en restant dans le gouvernement. Donc c'est pour cette seule raison-là. Et j'ai dit aussi au Cameroun, comme sur certains plateaux de télévision, ici même en Europe, que le MRC n'entrera dans aucun gouvernement du RDPC. Est-ce que j'ai été assez clair? Le MRC peut former un gouvernement si le peuple camerounais le lui demande. Et il ne peut lui demander qu'en lui donnant la majorité à l'Assemblée nationale. À ce moment-là, nous sommes ouverts. Nous pouvons accueillir des gens venant de partout, mais nous n'entrerons pas dans le gouvernement du RDPC. En tout cas, tant que moi, je suis le président du MRC. Je vais laisser peut-être l'honorable sur est-ce que j'ai fini. Il y avait d'autres questions. Il y avait la question sur l'homosexualité, la position du... Bon, vous voulez répondre à ça? Pas que je fuis, mais parce que j'ai tellement répondu à cette question, y compris au Cameroun. La première fois que ma première apparition à la télévision, à Canal 2, c'est la question qu'on m'a posée. Et donc ça fait depuis 2012, 13, 14, 15, 4 ans que je réponds à cette question. Et donc je pense qu'il est peut-être temps que quelqu'un d'autre en parle et peut-être qu'il sera un peu plus audible. Sur le code électoral, il reviendra. Et moi, je terminerai avec la question linguistique soulevée par le camarade. Donc je vous laisse le soin. Je crois que ce sujet est un sujet assez polémique. Merci parce que la législation camerounaise, la constitution camerounaise, les mœurs camerounaises ne sont pas encore aux approches de ce genre de système. Vous savez que les pays africains ont commencé par des petits royaumes. Nous venons peu à peu vers les républiques. Et la démocratie est même très difficile de s'installer dans le pays. Vous ne pouvez pas donner à un peuple quelque chose qu'ils ne peuvent pas maîtriser. La population camerounaise ne maîtrise pas encore ce genre de choses. Nous ne pouvons pas parler de ça parce que, jusqu'à preuve de contraire, ça reste un sujet tabou dans le pays. Je crois que
Bon, je crois que la dernière question, sinon parce que Oui. l'autre aspect de cette intervention, c'était sur le code électoral, mais on est tout à fait d'accord avec l'intervenant. Je pense que je considère d'ailleurs son intervention comme une contribution et un appel à tous les Camerounais. Nous avons une formule, nous l'avons insérée dans notre adresse à la nation à l'occasion du message aux Camerounais le 31 décembre, enfin de fin d'année 2014. Et il est de dire sauvons la paix au Cameroun en dotant le pays d'un code électoral consensuel. Sauvons la paix au Cameroun. La question du code électoral est cruciale au Cameroun si nous ne voulons pas avoir une crise post-électorale ou électorale comparable à ce que nous voyons dans d'autres pays africains et dont notre pays a été épargné jusque-là. Donc c'est un impératif qui interpelle chacun de nous. On n'a pas besoin d'être du MRC, on n'a même pas besoin d'être membre d'un parti politique, parce que nous sommes 25 millions au Cameroun. Il y a à peine peut-être 500 000 Camerounais qui ont des cartes d'un parti politique. Oh bon, ben il est vrai que le MRC donne des cartes à tout le monde, que vous soyez ou pas, parce qu'ils ont gardé leur réflexe de parti uniquement. Le RDPC, qu'est-ce que j'ai dit? Le MRC. Non, le RDPC, oh mon Dieu. C'est un lapsus terrible. Non, je voulais dire le RDPC, parce que ça, ce sont des informations que nous avons sur le terrain. C'est-à-dire que bon, on vient dans un village, on met tout le monde sur la liste et on vous apporte des cartes. Bien, ce sont des réflexes du parti unique qui ne devraient plus avoir cours, mais ça a cours. Cependant, nous sommes convaincus qu'il n'y a pas plus de 500 000, exagérons, disons 1 million de Camerounais qui aient par choix décidé d'adhérer à un parti politique. Et cela est valable dans tous les pays. Même dans un pays comme celui-ci, un peu plus de 60 millions d'habitants, je ne crois pas qu'on peut trouver plus de 4-5 millions de militants de partis politiques. Donc, le problème de la citoyenneté, les questions qui interpellent les citoyens ne sont pas des questions qui se limitent au militantisme. Chacun de nous, chaque Camerounais doit se considérer comme concerné par la question électorale, parce que nous n'avons pas envie que notre pays entre dans une zone de turbulence en 2018. La dernière question portait sur la langue, et je peux rassurer la personne qui a posé la question pour dire que nous avons presque anticipé sa préoccupation. Si vous lisez notre projet de société, et là encore nous sommes les seuls, nous avons dit clairement que le MRC, s'il était en charge du pays demain, ferait en sorte de promouvoir une langue nationale camerounaise. Je n'ai pas dit des langues nationales, mais une langue nationale camerounaise. Nous l'avons dit très clairement, c'est écrit. Et pourquoi? Et cela est sans préjudice, ça n'a rien à voir avec des langues officielles actuelles, c'est-à-dire l'anglais et le français, ou le français et l'anglais. Non, ces langues nous sont indispensables de toute façon. Même des pays qui ont des langues nationales utilisent ces langues. Mais la langue nationale a l'avantage de renforcer l'identité et l'unité. C'est ça le but de la langue nationale. Et aussi de diminuer les clivages fondés sur des considérations ethniques. Parce qu'à ce moment-là, si nous avons un véhicule unique, linguistique unique, qui nous est propre, alors effectivement les gens peuvent mieux se percevoir comme appartenant à une seule nation. Et cela, nous sommes partis, nous ne savions pas que la diaspora avait été consultée, mais des travaux du SILS, qui est un organisme établi à Yaoundé depuis au moins 50 ans, qui a fait des travaux sur toutes les langues camerounaises, qui a mis en place une syntaxe. Et à partir de là, nous savons que la constitution d'une langue nationale est assez facile. De toute façon, il y a assez de spécialistes pour pouvoir mettre cela au point. Donc, vous pouvez être rassuré là-dessus. C'est déjà dans notre programme. Donc, ce n'est pas ce soir que nous allons aller ajouter, mais c'est déjà dans notre programme. Merci. Ok, voilà. Donc, on a passé le premier round de questions. Donc, si vous voulez bien donner la parole. Oui, après, on va commencer par l'arrière. Oui.
Je vais poser ma première question avec beaucoup de précaution. S'il vous plaît, écoutons les questions, s'il vous plaît. Donc, je vais poser ma première question avec beaucoup de précautions d'usage. Je constate, et c'est sur votre contrôle, que le responsable de l'extrême nord et de l'extrême nord, entre guillemets, je ne suis pas certain, le responsable régional du centre et du centre, est-ce un jeu d'équilibre ou alors une stratégie politique et pourquoi? C'est la première question. La seconde question, j'ai été très frappé par les 4 points que vous avez énumérés concernant la stratégie du MRC. Je n'ai pas lu le document qui présente la stratégie, mais il y a un point qui est très important. Vous avez évoqué le Maroc, vous avez parlé des pays qui sont devenus émergents. Mais ces pays, ils ont atteint l'indépendance énergétique. Au Maroc, on n'a pas de coupe de lumière. Que prévoit la RMC par rapport à ça? Est-ce qu'il faut forcément que le RMC soit au pouvoir pour appliquer les 4 stratégies? Et qu'est-ce qui nous garantit qu'une fois au pouvoir, le RMC va tenir les promesses? Je vous remercie. D'accord, donc une autre question, ici devant. S'il vous plaît, Oui, non mais juste une proposition, monsieur. La salle est divisée en 3 parties et on a le sentiment d'être lésé de ce côté. Vous ne regardez pas ici pour désigner des gens. Je suis désolé. Oui, donnez alors la parole aussi de l'autre côté, puis on reviendra. Oui. Il y a quelqu'un de l'autre côté? Vous pouvez lui donner le micro, s'il vous plaît, donnez-lui le micro qu'on avance, oui. Merci. Allez-y, exprimez-vous. Merci. Au niveau de mes questions, la première concerne un sujet que le professeur Maurice Carpe connaît certainement très bien, c'est celui de Bakassi. Il nous a été dit à plusieurs reprises que Bakassi a été une parcelle qui a été... Excusez-moi, je ne me suis pas présenté, je suis Philippe Simot. Je suis ingénieur industriel de formation et je vis et je travaille en France dans le domaine de l'énergie. Donc le sujet Bakassi me parle assez. Donc pour ce qui est du sujet Bakassi, on nous a appris depuis une dizaine d'années maintenant que c'est une partie qui a été retrocédée au Cameroun. Et il me semble d'ailleurs qu'il y avait des accords qui prévoyaient qu'au bout d'un certain nombre d'années, je pense 12 ans d'exploitation, cette parcelle devrait définitivement revenir au Cameroun. Parce que j'ai cru savoir aussi que une société, le Nigeria avait déjà concédé l'exploitation de cette parcelle-là à une multinationale. Qu'en est-il aujourd'hui? On a peut-être la partie administrative et judiciaire qui est bouclée, mais dans les faits, qu'en est-il? Où est-ce que le Cameroun est par rapport à Bakassi? Premier point. Le deuxième point concerne Boko Haram. J'ai pris la peine d'écouter plusieurs des interventions du MRC. Je suis allé sur votre site internet, sur toutes vos pages Facebook et souvent je n'ai pas beaucoup entendu votre position pour tout ce qui concerne la géopolitique. Vous parlez beaucoup effectivement de la bravoure des soldats camerounais, vous tirez à boulet rouge sur le gouvernement, ce qui est de votre droit et je pense dans beaucoup de points, je partage votre analyse par rapport à notre gouvernement. Mais je ne vous ai pas beaucoup entendu parler de géopolitique. Qu'en est-il, par exemple, de quelle est votre analyse et celle du MRC par rapport aux tentatives de déstabilisation, finalement, que subit notre pays aujourd'hui? On a Boko Haram. Est-ce que Boko Haram, finalement, c'est juste une secte islamiste? Est-ce que, finalement, vous analysez aussi, comme certains, que ce sont peut-être des multinationales, ou plutôt des puissances impérialistes qui essayent, au travers d'organismes comme cela, de déstabiliser notre pays? Bref, quelle lecture faites-vous finalement de ces événements-là et d'autres d'ailleurs, parce qu'il y a Boko Haram au nord, mais on a d'autres secteurs dans le pays. Merci monsieur. Donnons encore la parole à quelqu'un de l'autre côté, puis on reviendra ici, je vous promets, lors du prochain round. Donc à monsieur de l'autre côté, s'il vous plaît. Bonsoir, je m'appelle Georges Doubéli, je suis journaliste à Jeune Afrique. Et je souhaite vous poser une question par rapport à votre stratégie que vous déroulez, il me semble, jusqu'en 2018.
Vous parlez de l'échéance électorale capitale, c'est la présidentielle évidemment, mais est-ce que vous avez envisagé une seconde que cette présidentielle soit anticipée? Parce que on parle souvent d'élections, on déroule une stratégie, on fixe un cap, mais dans la pratique camerounaise, on sait que le seul maître de l'agenda électoral, c'est le président de la République. Si vous anticipez ce rendez-vous, est-ce que vous êtes prêts? Voilà, c'est ma question. D'accord, merci. Donc, voilà, on a pris ce second jeu de questions. Maintenant, je passe la parole à nos conférenciers pour y répondre. Bien, je vais fournir quelques éléments de réponse et mes camarades doivent se sentir libres d'intervenir pour ajouter des éléments en cas de besoin. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'on a vu que le responsable dans notre délégation de l'extrême nord et de l'extrême nord, celui du centre et du centre. Est-ce que c'est l'équilibre, une stratégie ou une stratégie? Je crois qu'on n'a pas, à chercher loin. Il me semble que c'est la simple logique ou le pragmatisme politique. Je vois mal comment quelqu'un qui ne connaît pas une région pourrait aller y réussir l'implantation d'un parti politique. Quand même, tout de même. Quand on désigne des responsables, c'est pour qu'ils dynamisent le parti dans la région, enfin dans l'aire qui est sous leur contrôle politique. Ça ne peut pas être un simple jeu d'équilibre parce que à ce moment-là, on pourrait nommer ou désigner n'importe qui, n'importe où, pour montrer que, voilà, au nom peut-être d'une certaine conception de l'unité, quelqu'un peut partir de l'Est pour aller à l'Ouest, de l'extrême nord au Sud. Ça serait très bien, sauf que ce serait inefficace sur le terrain. N'oublions quand même pas que bien souvent, dans la plupart de nos régions, et notamment dans les zones rurales, il faut connaître la langue. C'est pas forcément en français ou en anglais qu'on s'adresse aux populations. Il faut connaître la langue ou les langues, parce que quelquefois il y en a plusieurs de la région concernée pour pouvoir toucher les populations. Et il y a aussi un phénomène même d'identification des populations aux dirigeants. Donc voilà tout ce qui nous guide dans le choix des responsables dans les différentes régions. Pour ce qui est de la... Président, si tu permets, je peux juste donner sur ce point-là justement, oui, puisque j'ai eu l'occasion d'aller à Comoedo, justement avec le camarade Roger Noir. Nous y sommes allés, comme il vous l'a dit, parce que j'ai ma belle famille qui est là-bas, donc nous sommes tous au Cameroun. Il y a ce brassage qui est une réalité, même si quelque part on continue à essayer de créer des séparations quelque part un peu artificielles. Mais quand nous sommes arrivés, on a commencé la présentation, dont je me suis exprimé donc, à tous ces gens qui étaient là en français. Puis ils ont pris la parole et la première des choses qu'ils nous ont dit, c'est que la prochaine fois quand vous venez, il faut quand même que vous soyez accompagné d'un enfant qui parle notre langue, parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui ne comprennent pas ce que vous êtes en train de dire. Et heureusement, M. Roger Noir était avec moi et il parlait la langue. Voilà. Donc, voilà. Je vous donne la parole. Merci pour le témoignage. Donc voilà, c'est aussi simple que cela. Parce que pour le reste, le MRC est un parti national, que ce soit à travers son implantation ou ses organes dirigeants. Donc il n'y a aucun doute à cet égard. J'ai coutume de rappeler que au sein du directoire national, ou en tout cas de l'équipe de direction, vous verrez les gens originaires de toutes les régions du pays. Moi, il n'y a pas un mystère, je suis originaire de l'ouest du pays. Le premier vice-président était de l'extrême nord, le deuxième vice-président est du centre, le troisième du littoral, le quatrième du nord, le cinquième le quatrième du sud-ouest, le cinquième, la cinquième du nord, et le secrétaire général est du nord-ouest. Donc nous pensons qu'un parti qui a les organes dirigeants dans une composition comme celle-là représente suffisamment l'ensemble du pays et que peut y avoir effectivement une projection, une identification nationale aisée au parti. Pour le reste, la réponse est ce que je viens de vous dire.
Vous n'avez pas vu des développements sur l'énergie parce que je ne voulais pas, je crois que j'ai déjà été assez long. Dans notre projet de société, nous parlons de l'énergie. Si on voulait consacrer des développements techniques exhaustifs sur chaque point, on ferait un document de 500 pages. Mais on doit résumer, on touche les points pour montrer qu'on est bien conscient. Et sur l'énergie, nous avons toujours dit qu'il faut en fait avoir une approche qui combine les différentes sources d'énergie. Nous avons un fort potentiel en énergie hydroélectrique et j'ai toujours dit que nous nous félicitons de ce que le gouvernement ait enfin compris qu'il fallait construire des barrages et nous saluons le fait qu'il soit en train de construire des barrages. Nous regrettons qu'il ait compris ça trop tardivement parce que j'ai dit toujours que les projets de barrages hydroélectriques actuels, la première fois qu'on en parle remonte à une quinzaine d'années. Je me souviens que c'est le ministre Ndioro qui était en charge de ce dossier à l'époque, donc ce n'est pas d'hier. Et nous avons perdu 15 ans. Alors que ce dossier aurait pu aboutir depuis 15 ans et que si ça avait abouti, les déficits énergétiques que nous avons aujourd'hui ne seraient pas là et il y aurait eu davantage d'implantations industrielles parce que beaucoup d'entreprises ne s'implantent pas au Cameroun en raison du déficit énergétique. Donc c'est bien que le gouvernement ait compris, mais il faut aller plus loin parce que même les 4 barrages en construction, d'ailleurs dans les 4 barrages, parmi les 4 barrages, il n'y en a que 3 qui sont des barrages hydroélectriques, l'autre est un barrage de régulation, Lompanga. Il y aura un petit central de 30 MW au pied, mais pas plus. Donc mais nous estimons qu'il faut plus. Et donc il faut aussi combiner avec l'éolienne, avec l'énergie solaire. Toute la partie septentrionale de notre pays est très très appropriée pour le solaire. Pourquoi ne le faisons-nous pas? Donc voilà, par conséquent, c'est une préoccupation importante pour nous. Le MRC doit-il être au pouvoir pour appliquer son projet de société? À l'évidence, il y a des choses que nous essayons de faire en étant auprès des populations. Mais comment voulez-vous que nous changions, par exemple, le système éducatif si nous ne sommes pas au pouvoir? Dites-moi comment on le fait. Donc il faut nécessairement que le MRC soit au pouvoir pour appliquer ce projet de société. Alors quelle est la garantie qu'on vous donne? Bon Dieu, je ne sais pas si quelque part au monde, si vous avez la recette, vous me dites. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux vous dire pour vous assurer que lorsqu'on arrivera, on va appliquer? Soit vous faites confiance et vous dites que, bon voilà. Et si on arrive, parce qu'en démocratie, la seule chose, quand un parti ne tient pas parole, c'est de le sanctionner à la prochaine élection. Sinon, quelle garantie voulez-vous d'autre? Même si j'allais chez l'huissier et que je signais, je pourrais arriver à ne pas faire, donc ça change rien à l'affaire. De toute façon, sinon il n'y aurait pas beaucoup d'escrocs ou des gens qu'on met à prison. Donc, le problème, c'est simplement qu'en démocratie, si vous constatez qu'on n'a pas tenu les promesses électorales ou ce qu'il y a dans les projets de société, la prochaine élection, vous débarquez le gouvernement, c'est tout. Voilà. Maintenant, sur Bakassi, alors je sais, si un camarade veut intervenir sur n'importe quel point, qu'il n'hésite pas. Sur Bakassi, je voulais simplement apporter une petite précision. Donc, il n'y a dans aucun document concernant le S'il vous plaît, arrêtez votre téléphone pour nous permettre de continuer. Oui. Bon, en tout cas, je crois qu'on peut se reconcentrer sur ce que nous faisons et dire que il n'a jamais été question dans aucun document de 12 ans pour faire quoi que ce soit. La période transitoire, c'est comme ça que nous l'appelions et qu'on l'appelait, c'était une période transitoire de 5 ans, à compter de 2006, lorsqu'on a signé les accords de Green Tree, et qui disait que il y avait le retrait de toute façon partiel en 2006 et le retrait total en 2008. Et le retrait partiel a eu lieu en 2006 à Akwa, dans la presqu'île de Bakassi même, la localité que l'on appelle Akwa. Et le retrait total, c'est-à-dire définitif des forces armées nigérianes a eu lieu en 2008 à Calabar parce qu'il y avait de l'insécurité à Bakassi. La cérémonie a eu lieu à Calabar. Mais le reste, donc la période allant de 2008 à 2011 était une période intermédiaire, transitoire pendant laquelle le Cameroun
dans le souci de régler les choses pacifiquement, disait que il y avait 3 choses. Premièrement, que pendant cette période, si un Nigérian résidant dans la péninsule de Bakassi commettait un crime contre un autre Nigérian, la police nigériane, en collaboration avec la police camerounaise, pouvait enquêter sur cette affaire. Mais si le crime était commis par un Nigérian sur un Camerounais, c'est seulement la police camerounaise qui était compétente. La deuxième chose était que pendant cette période, les navires de commerce, pas tous les navires, pas les de guerre et tout ça, mais les navires de commerce nigérians pouvaient passer auprès de nos côtes. Et la troisième chose était que les populations nigérianes de la péninsule de Bakassi pouvaient aller au Nigeria et revenir sans payer les droits de douane pendant cette période de 2008 à 2011. Et c'est ce qui s'est passé. Et vous savez que depuis 2011, le dossier Bakassi est considéré comme totalement et définitivement clos. Sur le plan juridique, il était déjà depuis la signature de l'accord de Green Tree qui permettait de régler en fait ce bout, parce que quand on parle de Bakassi, on oublie que le différend entre le Nigeria et le Cameroun partait du lac Tchad, depuis le lac Tchad, c'est-à-dire depuis nos îles, les îles camerounaises. Il y a une grande île camerounaise dans le lac Tchad que souvent les Camerounais ne connaissent pas, qui s'appelle Darak, et qui est une île suffisamment grande pour que, si effectivement nous voulions faire un bon aménagement du territoire et attirer des investisseurs, ça pourrait même être une île où l'on pourrait faire un développement particulier. Donc pour attirer que ce soit des touristes, des investissements, même et d'autres activités. Donc ça partait du lac Tchad jusqu'à la mer, c'est-à-dire sur 2000 km de frontières. Donc Bakassi n'était qu'une partie, sans doute une partie extrêmement intéressante en raison de ses richesses potentielles, mais une partie quand même. Pour les concessions pétrolières, bien, bon, je dois vous confesser que je ne suis plus en charge du dossier, mais c'est une évidence depuis lors, et que je ne sais pas exactement quelle est la situation sur ce terrain-là, les concessions qui ont été données ou qui n'ont pas été données. Je sais simplement que lorsque l'on a finalisé le tracé de la frontière maritime, nous avons veillé, nous sommes allés en mer pour veiller, voir s'il y avait des concessions qui étaient données. On a également veillé pour voir s'il y avait des concessions qui étaient à cheval. Et l'idée c'était, mais ça c'était pas propre au dossier Bakassi, ça fait partie des bonnes pratiques en matière d'exploitation des ressources pétrolières ou gazières dans le monde, ou des ressources minières, lorsqu'il y a ce qu'on appelle des gisements chevauchants ou très proches de la frontière, on fait ce qu'on appelle l'unitisation, c'est-à-dire on met ensemble la ressource pour l'exploiter en commun suivant une clé de répartition qui est fonction de la position des dépôts des gisements. Donc ça, c'est quelque chose qui devait être en cours, mais nous avons une compagnie nationale au pays qui est tout à fait compétente pour faire cela, c'est-à-dire la SNH. Donc voilà. Je crois que j'ai dit à peu près sur Boko Haram. Bon, voilà, je vais laisser d'autres parler, hein, parce qu'il ne faut pas que je parle seul. Si c'est nécessaire, je reviendrai pour... Oui, moi, je voudrais mais il y a... je reviendrai sur la question extrêmement importante, mais aussi extrêmement difficile, comme question posée par M. Georges Dougueli après votre intervention. Merci. Oui, je voudrais ajouter que dans notre culture, lorsque vous marchez dans la forêt, les pas vous montrent la direction de l'homme. Lorsque nous sommes allés aux Pays-Bas, nous avons été visiter la plus grande usine de transformation des déchets en énergie électrique, en électricité. Il s'agit de la société AEB à Amsterdam. Cela montre que sur le plan de l'énergie, nous avons une vision. Cette entreprise-là traite 1 440 000 tonnes de déchets par an pour produire 1 million de mégawatts d'électricité. Pendant qu'au Cameroun, nous atteignons à peine 5 000 mégawatts de production totale pour tout le Cameroun. Vous voyez que ce que nous avons fait, comme dans la forêt, les pas montrent la direction. Merci. Ok. D'accord. Oui. Ok, sur Boko Haram. Alors, oui, vous ne nous avez peut-être pas entendu sur les questions de géopolitique. Permettez-moi, vraiment en toute humilité, de dire une chose. Sur cette question comme sur d'autres,
nous avons coutume de dire le MRC veut s'exprimer en toute responsabilité et comme un parti responsable. Voyez-vous, tant que nous n'avons pas d'éléments suffisants, sérieux sur un événement, nous nous prononçons avec précaution. Ou alors, nous ne nous prononçons pas du tout. Quand les gens font des propositions, si je dis spéculation, on peut me trouver malveillant. Mais enfin, quand les gens avancent des propos non étayés, on dit, voilà, il y a une manœuvre de déstabilisation du Cameroun, mais personne ne nous rapporte la preuve. On nous dit simplement, il y a des multinationales ou des puissances occidentales qui veulent déstabiliser le pays. Seulement, personne ne nous a dit, si on a attrapé un soldat de ce pays, s'il y a des éléments, voilà. Comment voulez-vous que nous nous exprimions sur ces questions-là, sans paraître irresponsables? Voyez-vous, il y a des gens qui... il y a des questions qui sont extrêmement difficiles et épineuses, et sur lesquelles des gens qui n'ont pas pour projet de diriger le pays peuvent s'exprimer. Mais nous ne pouvons pas nous exprimer de la même façon. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas m'exprimer sur les questions comme un professeur qui est dans un amphithéâtre. Je peux le faire si je suis dans un amphithéâtre. Mais quand je me tiens devant vous, je vous respecte et que je vais m'adresser à vous comme quelqu'un qui a la prétention, demain, d'avoir en charge des responsabilités, ou même les responsabilités les plus élevées du pays, je dois m'adresser à vous en toute responsabilité. Alors, nous nous gardons au MRC de nous exprimer aussi facilement et aussi légèrement. Donc, si vous ne nous avez pas entendu sur la question d'une possible ou éventuelle déstabilisation, c'est qu'il nous manque des éléments. Et croyez-moi, si on avait des éléments probants qu'il y a une manœuvre de déstabilisation du Cameroun venant d'où que ce soit, oui, nous prendrions fait et cause pour notre pays et nous serons parmi ceux qui dénonceront haut et fort. Avant, c'est de la spéculation. En dehors de cela, nous nous sommes exprimés, quand vous dites nous tirons sur le gouvernement, nous montrons ce que le gouvernement, ou les insuffisances du gouvernement. Parce que tirer, ça dit la vérité, mais ça peut paraître caricatural, comme si on le faisait juste pour mettre le gouvernement en difficulté. Qu'est-ce que nous avons dit sur la gestion de Boko Haram? Nous avons dit, nous regrettons le fait qu'il y ait d'abord de la cacophonie au sein du gouvernement, de l'État, sur la question de Boko Haram. Parce que vous le savez comme moi, que le président de l'Assemblée nationale a dit une chose, un ministre en fonction en a dit une autre, totalement opposée. Qui doit-on croire? Que doit-on comprendre? Et le chef de l'État, qui aurait pu tirer les choses au clair, ne s'est pas exprimé. Alors on comprend quoi? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous avons dit, le président de la République a déclaré la guerre. Très bien. Il l'a déclaré d'ailleurs en dehors du Cameroun. C'est peut-être pas brillant, mais il aurait pu le faire ensuite également au Cameroun. Il ne l'a pas fait. Il ne s'est jamais adressé uniquement sur ce sujet au Cameroun pour appeler ses compatriotes à faire bloc derrière lui en ce moment critique. Il ne l'a jamais fait. Nous pensons qu'il est chef de l'État, mais il est chef des armées. Il n'a donc pas donné le message du chef des armées alors que le pays est en péril. Est-ce que le dire, est-ce qu'on ne travestit pas les faits? Ça, ce sont des faits. Nous avons regretté que le président de la République ne se soit jamais rendu au front. On ne dit pas en première ligne, nous n'avons pas envie que... mais il aurait pu quand même arriver à Maroua ou ailleurs. Qu'il ne soit jamais rendu au front pour galvaniser ses soldats. Alors que ses collègues de la sous-région l'ont fait. Nous avons regretté, bon, peut-être il ne veut pas voyager aussi loin, mais à Yaoundé, il y a quand même eu cette cérémonie au quartier général. Des cercueils de 34 de nos compatriotes tombés au front. Pour ne prendre ce cas, nous pensions quand même que c'était pas trop demander au chef de l'État de passer par là. Et donc, voilà, donc on ne tire pas sur le gouvernement, on dit c'est pas bien, parce que
Ça ne tient pas notre propre morale très haut. Mais en tout cas, c'est notre devoir de soutenir nos forces de défense. Enfin, je dirais que nous avons dit, puisque vous parlez de géopolitique, nous avons dit que on aurait dû s'interroger au moins à 2 reprises sur l'opportunité de demander aux forces d'un pays ami de pénétrer sur notre territoire, même s'il en est reparti encore, me dit-on qu'il est revenu, enfin, elles sont revenues, ces forces-là, et de donner l'impression que, justement, l'armée camerounaise, qui est une armée professionnelle, que tout le monde redoutait en Afrique centrale, considérée comme l'une des armées les plus puissantes de la région, n'était pas en mesure par elle-même à assurer la défense de l'intégrité du territoire. Et que, du coup, pour ceux qui connaissent un peu les questions de défense, ce n'est pas bon, non seulement pour l'image, mais pour le moral de la psychologie, plus exactement, de notre propre armée. C'est ce que nous avons dit. Et je crois, et je le maintiens. Parce que, vous savez, en matière militaire, le rapport de force est fondé aussi sur le facteur psychologique. Il y a des armées, on sait que le rapport de force entre telle armée et telle armée, c'est de 1 à 5. C'est-à-dire qu'avec un soldat du pays X, il tient, en quelque sorte, en respect ou en joue, 5 soldats d'un autre pays. Si vous cassez ce rapport de force psychologique avantageux, il perd la bataille. Parce que la question aujourd'hui n'est plus tellement celui de l'équipement, parce qu'avec l'argent, vous trouvez l'équipement à peu près partout. Mais ce sont tous ces autres éléments. Donc nous l'avons dit. Et en le disant, nous n'entendions pas manquer du respect à qui que ce soit, mais nous entendions plutôt interpeller justement ceux qui ont en charge le destin du pays à assumer avec toute la responsabilité que notre Constitution met sur leurs épaules, leurs responsabilités à cet égard. Alors, je vais donner la parole à notre camarade Mamadou pour qu'il dise un mot. Merci. Merci, Président. Je voulais dire en passant qu'honorable, lui, il n'est pas doualaire. Donc, comme moi, je suis de l'extrême nord et je suis à l'extrême nord, honorable, il n'est pas de Douala. Donc, il est banjonais, mais il est député à Douala. Donc, le MRC est partout. Ceux qui disent que le MRC est un parti tribaliste, ils sont en train de se tromper largement sur le sujet. Essayons d'organiser précocement les élections. Moi, je vous défie. Vous verrez. Vous verrez. Donc, par rapport aux histoires de Boko Haram, moi, je suis de Tokombéré. Tokombéré, c'est à moins de 50 km de Bangui. Alors, avec ma moto, je fais moins d'1 heure pour arriver. D'ailleurs, je faisais ce parcours tout le temps. Il n'y a pas 1 mois et demi, j'étais à Kousseri, en logeant le Logon. On sait comment Boko Haram a commencé. Ça, peut-être, on ne vous a jamais dit. Quand on va vous dire que les gens de l'extrême nord et du nord et de la Damo veulent faire un coup d'État, vous croyez que ces gens-là, vraiment, ils s'entendent? Le Nord Cameroun n'est pas un bloc monolithique. Il faut que les Camerounais apprennent à connaître leur pays. Il n'y a aucune relation entre les gens de la Damoa, les gens du Nord et les gens de l'extrême Nord. Est-ce que j'ai un faciès comme celui de l'extrême du Nord ou de la Damoa? Non. Et c'est sur cette base que vous devrez connaître le Cameroun. Boko Haram n'a jamais occupé 1 seul centimètre carré du territoire camerounais. Ils opèrent où? À la frontière. La route qui va à Kousseri se trouve à moins de 200 mètres de la frontière nigériane. Les Boko Haram viennent faire des exactions et repartent. Moi, je me souviens, je suis allé à Bangui. L'armée nigériane était à Bangui. Mais quand l'armée nigériane poursuivait les Boko Haram, qu'est-ce qui s'est passé de notre côté? Est-ce qu'on leur a donné une fois l'autorisation de traverser nos frontières? Non. Après, nous, on leur demande la même proposition. Même dans le jeu d'enfants, ça ne se fait pas. On accuse des gens de déstabiliser notre pays. C'est une chaîne de radio, quelqu'un a dit sur Facebook que c'est le MRC qui a dit que c'est une chaîne, c'est la chaîne des 1000 collines. On n'est pas au Rwanda, ce sont leurs propos. Le MRC n'a jamais dit. Mais c'est la même chaîne qui pointait sur une carte du Cameroun que ici ça fait comme ça. Ils ne sont jamais allés là-bas, ils ne connaissent même pas. Moi j'étais à Bargaram, je connais. Là où la guerre se passe est à 450 km de Maroua. Pardon. Vous croyez que Garoua, il ne serait pas attrayant pour quelqu'un qui veut déstabiliser le Cameroun que de commencer une guerre à plus de 400 km de Maroua pour dépenser son argent avant d'arriver à Maroua?
connaissances, il croit qu'il peut s'informer à travers certains réseaux de communication, mais on vous trompe énormément. Que même l'essentiel vous perdez. Renseignez-vous, voyagez dans votre pays. On vous ment à travers des petits jeux. Qui finance l'Afrique Média là? C'est ceux-là qui déstabilisent le Camerounais. On vous dit qu'on veut déstabiliser qui déstabilise le Cameroun? Et à partir de Bandaram. C'est curieux, c'est curieux. On recrutait les enfants à Boko Haram comment? Les gens de Boko Haram venaient comme si ils étaient des prédicateurs musulmans. Ils donnaient de l'argent et des motos aux jeunes Camerounais qui étaient le long de la frontière. Eux-mêmes ne savaient pas. Parce que quand Boko Haram arrive pour demander son argent, les enfants n'avaient pas l'argent. Ils étaient obligés soit d'appartenir à Boko Haram, soit d'être exécutés. Mais si la population n'avait pas aidé l'armée camerounaise à indiquer ces gens, des gens qu'on ramène d'ailleurs, vous croyez qu'ils devraient s'orienter à partir de quoi? Alors on a eu une armée vaillante. Ils ont intervenu, pas comme les politiciens de RDPC, parce qu'ils ont commencé à faire, c'est telle personne qui veut faire, c'est telle personne qui veut faire. On envoie quelqu'un au front, on dit, ne parle pas, est-ce que ça te concerne? Ça peut-être que vous n'avez jamais entendu. Mais, disons vrai, l'armée camerounaise est une armée républicaine. Si elle avait failli devant cette chose, Boko Haram devrait prendre Maroc aujourd'hui. Je vous remercie. Bon, quant à la dernière question, à savoir si le MRC est prêt à participer aux élections, si M. Biya anticipe. Non, je vais vous répondre tout simplement que chaque Dieu que Dieu a créé, nous souhaitons même qu'il anticipe. Le MRC est prêt, de jour comme de nuit, parce que nous connaissons déjà les méthodes de M. Biya. Donc nous participerons. Nous ne sommes pas ceux qui passent le temps à revendiquer, nous n'allons pas aux élections, nous n'irons pas et nous allons. Non, nous sommes prêts à aller. Voilà, juste un mot et je remercie les camarades. Je pense qu'on peut simplement ajouter à cela que nous serions encore plus, comment dirais-je, enthousiastes de le dire si effectivement on avait un code consensuel. Mais nous ne poserons pas cela comme condition pour aller à des élections. Nous nous battrons pour que cela advienne. Et croyez-moi, dans les mois qui vont venir, vous nous verrez sur la brèche du combat pour le code électoral. Ça prendra la forme ou le temps que ça prendra, mais c'est le combat à venir parce qu'il y va de l'intérêt de notre pays. Merci. Moi, je m'appelle Rodrigo Angi, je suis un jeune ingénieur, fraîchement diplômé. Et j'ai une seule question pour le professeur. Dans les 5 piliers du MRC, j'ai le document entre les mains, j'ai observé que pour tout ce qui concerne les questions économiques et de production, de création de valeur, on est principalement sur le 3e pilier, donc le pacte productif. Et je pense qu'il y a un gros problème qui se pose et qui va se poser encore plus au Cameroun, c'est la question de l'emploi. Aujourd'hui, 60% des Camerounais ont moins de 25 ans. Et c'est une tendance qui est en constante progression depuis plusieurs décennies. Donc ça, c'est des populations qui arrivent sur le marché de l'emploi et qui n'ont pas forcément de perspectives professionnelles. C'est d'ailleurs pour ça que bon nombre d'entre nous se trouvent ici, à Paris, en France. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Sinon, j'aimerais bien rentrer. Ça conduit à différents problèmes, la fuite des cerveaux, comme je le disais, la prostitution, oui, monsieur, allez à votre etc. question, s'il vous plaît. Et vous avez parlé tout à l'heure de flexibilité entre les différentes filières pour répondre en partie à ce problème de sous-emploi et de manque de travail. Je pense que aujourd'hui, les ressources naturelles du Cameroun et la création de valeur par les intelligences que nous pouvons tous avoir, comme vous l'avez dit, de mon opinion, ne suffirait pas à résorber les besoins que nous avons aujourd'hui au Cameroun sur ce point de l'emploi. Vous avez parlé du Maroc. C'est un pays qui s'est en grande partie construit
grâce aux capitaux extérieurs, vous avez parlé de Renault et de Peugeot, c'est un pays qui se construit beaucoup là-dessus. La Chine, qu'on a beaucoup appelé... S'il vous plaît. Je m'excuse d'être un petit peu long, j'essaie d'être clair. Je m'excuse d'être un peu long, c'est vraiment plus clair. La Chine, je ne vais pas m'étaler dessus, on sait tous sur quoi se base la Chine. Des pays comme le Vietnam, l'Indonésie sont en train de suivre cette tendance. L'Inde aujourd'hui produit des services aux pays occidentaux, notamment dans l'informatique. Les pays se construisent beaucoup là-dessus. Quelle est votre stratégie en termes d'emploi et pensez-vous que nous pouvons nous limiter, vu les besoins et vu la problématique, à nos ressources naturelles et à la production de valeur par nos simples intelligences? D'accord, merci. Oui, le monsieur qui avait le micro derrière, s'il vous plaît, posez votre question. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Norbert Boupéou, diplômé du CAPA, un de vos multiples diplômes professeurs. J'ai deux choses précises à vous poser comme question. La première chose, je voudrais faire un petit commentaire bref. Vous avez parlé d'instaurer une langue nationale au Cameroun. Si vous voulez une suggestion, je préférais que vous fassiez apprendre les langues de chaque village, dans chaque village, parce que même ici, si vous demandez que l'on choisisse une langue au Cameroun, il y aura tellement de bagarres ici qu'on pourrait que Boko Haram est rentré ici. Deuxième chose, c'est sur le plan, ma question est très rapide, deux questions rapides. Sur le plan je voulais savoir ce que vous mettez au point sur le plan du microfinancement au Cameroun. Car on sait que le pacte que vous venez de dire, le quatrième pacte, il s'agit de la productivité. Le problème au Cameroun, c'est un problème de microfinancement. On sait qu'il y avait le fonds Nader au Cameroun qui finançait, le fonds de développement rural qui finançait les villageois, aujourd'hui qui n'existe plus. Deuxième chose, je vous pose une question très sérieuse, parce qu'elle vient de mon oncle que vous connaissez très bien, le professeur Tundia Pouémy. Donc j'ai grandi chez lui. Je vais vous poser une question. À la fin du Cameroun, qu'est-ce que vous pensez du système bancaire et du franc CFA à la loi? Merci. Bonsoir, je suis Stella Clété, je suis médecin de spécialité neurologue. Je souhaite savoir qu'est-ce que le RMC compte faire pour faciliter le retour des cerveaux. Je rejoins la question de monsieur tout à l'heure, en sachant que pour les médecins aujourd'hui, en tout cas les médecins de la diaspora, la moyenne pour une inscription à l'ordre des médecins au Cameroun est à peu près de 3 à 4 ans. J'ai un collègue qui s'est inscrit il n'y a pas très longtemps. Le dossier a été bloqué pendant 2 ans parce qu'on n'arrivait pas à retrouver le récépissé de son probatoire. Voilà, un médecin qui exerce en France depuis au moins 7-8 ans et qui est prêt à faire une fête parce qu'on lui a enfin accordé l'inscription à l'ordre des médecins au Cameroun. Voilà, donc qu'est-ce que le MRC pour la Renaissance du Cameroun. Pour te faire, pour vraiment faciliter le retour des médecins de la diaspora au Cameroun quand on connaît le système de santé précaire du Cameroun. Merci. Merci docteur. Voilà. La question, donc les questions qu'on a prises maintenant, je vous donne la parole. Oui, monsieur le président. Bien, on va aller vite parce qu'on nous signale que nous n'avons plus beaucoup de temps. Oui, s'il vous plaît, on a la salle. Oui, je voudrais l'enseignant à la retraite, M. Nganoy, je voulais, si je l'ai bien compris, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit malentendu dans mon propos, parce que vous avez commencé en disant que j'ai entendu le président du MRC tirer à boulet rouge sur les autres partis. Peut-être des camarades, mais moi je n'ai jamais parlé d'un autre parti pendant tout mon propos. Je sais pas. Non, peut-être que certains de mes camarades en ont parlé, mais pas moi personnellement. Parce que je ne sais pas de quel parti j'ai parlé. Bon. J'ai bon dos pour beaucoup de choses parce qu'on m'a prêté également des propos en beau que j'ai jamais tenus, mais enfin c'est pas grave. Je peux le répondre. Dans mon propos, j'ai observé. Voilà, je crois que c'est lui qui a parlé du SDF et d'autres, mais pas moi. Le délaissement du combat politique des partis d'opposition au Cameroun. Je crois que cela, il va de bonne guerre et tout le monde le sait que les partis politiques au Cameroun aujourd'hui
sont inféodés pour partir au pouvoir. C'est ce que j'ai observé. Et ce n'est pas un mensonge. D'accord, ça va. Oui. Voilà, à la suite de ça, maintenant on va répondre à la suite de votre question. Je voulais juste préciser les choses, je sais pas, parce qu'on me prête beaucoup de choses, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, bon, c'est normal aussi un peu. Alors, bien sûr, le dialogue est possible si les gens s'inscrivent dans une logique. J'ai dit ailleurs que si tous ces partis-là, qui à un moment donné ont succombé à la tentation, comme on dit, se ressaisissent et s'inscrivent dans une dynamique de changement, comme on a pu le percevoir à un moment donné dans notre pays, oui, nous, on est ouvert parce qu'on a envie, au moins qu'en 2018, si ça n'a pas lieu avant, on fasse ce qu'on n'a pas pu faire il y a 25 ans, il y a un quart de siècle, c'est-à-dire en 92. Donc, pourquoi est-ce qu'on fermerait les portes? La vérité, c'est simplement quand l'état actuel des choses, parce que comme dit Honorable, il n'a quand même pas... Quand un parti politique, quand il a parlé d'un parti politique, au profit duquel le parti dominant a retiré sa liste ou a fait semblant que sa liste ne soit pas qualifiée, bon, il pouvait le faire et s'en tenir à cela. Et d'ailleurs, ces militants sur le terrain ont dit on va s'abstenir parce que nous ne sommes pas en compétition puisque notre liste n'est pas passée. Mais la direction de ce parti a instruit, c'est-à-dire le RDPC a instruit ces militants dans la région de l'Ouest à voter pour le SDF au sénatorial. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Pareil à la Damawa. Pareil dans la Damawa. Qu'est-ce qu'on va... Parce que si c'était abstenu à la limite, mais quand ils donnent des instructions, en fait c'est une alliance politique. Comment on peut interpréter ça autrement? Bon, voilà. Les autres, il a cité le MDR en vous disant, le président du MDR, d'ailleurs, en 1992, c'est le MDR qui a basculé avec ses 6 députés dans la majorité de l'alliance avec le RDP. C'est pourquoi on n'est pas une majorité de l'opposition à l'Assemblée. Et en 2013, son sénateur, le président de ce parti a été nommé sénateur par le président de la République. Comment on doit comprendre ça? Voilà. Donc ce sont des faits. Quant à l'UNDP, ils sont en alliance objective, ils sont une plateforme officielle. Donc ça, personne n'invente les choses. Tout ce qu'on fait, c'est d'essayer d'inviter les Camerounais à regarder la réalité en face. Maintenant, si les gens disent, vraiment, bon, après on a fait tout ce chemin-là ensemble, mais il arrive à un moment donné qu'on s'en va. Bon, on est ouvert. Pour l'instant, ce que nous essayons de faire, c'est déjà de travailler avec les autres partis politiques. Enfin, de les approcher, de discuter avec eux. Si on arrive à quelque chose, c'est tant mieux. Ce que je peux vous dire, c'est que le MRC ne se laissera pas distraire par des objectifs inatteignables. Parce que si on nous lance encore cette affaire comme un os à un chien pour que pendant qu'il ronge cela, les choses continuent leur parcours tranquillement, c'est-à-dire il faut absolument parvenir à un candidat unique de l'opposition, nous savons ce que c'est. Vous devez se poser la question, pourquoi depuis 1992 on n'arrive pas à se mettre d'accord pour un candidat unique de l'opposition? Nous en savons des rayons, nous en savons des choses sur comment ça a fonctionné. Même en 2004, on était à 2 doigts d'obtenir un candidat unique de l'opposition. Et pourquoi est-ce que ça a échoué? Et vous croyez qu'au lieu d'aller implanter le parti sur le terrain, d'aller conquérir des militants, nous allons nous perdre dans des querelles d'état-major pour prendre des véhicules, courir au nord, au sud, à l'est du pays? Non. Si les gens sont sérieux, on va discuter avec eux. Mais si une candidature unique de l'opposition est impossible, nous en prendrons acte. Mais nous n'épuiserons pas nos forces dans une voie sans issue. Parce que c'est pas une fois, c'est 4 fois qu'on a 92, 97, 2004. Je ne sais pas si en 2011 ils ont encore tenté, mais au moins ces 3 cas-là, je peux vous le dire. Parce que j'ai parfois été très 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 proche des discussions lorsqu'elles se menaient. Donc voilà. Alors, je crois que la question suivante... Sur le régime, quel régime nous pensons que pour le Cameroun, vraiment la discussion actuelle au sein de notre parti, ou la tendance vers laquelle nous acheminons, nous pensons qu'un régime mixte reste le meilleur régime. C'est-à-dire pas totalement parlementaire, parce qu'il faut éviter l'instabilité politique qu'engendre le régime parlementaire. Vous savez le nombre d'élections que ça engendre. Il suffit que vous perdiez la majorité au Parlement et vous devez convoquer les élections tout de suite. Et sans compter qu'il y a des jeux d'alliance qui fait que vous pouvez être majoritaire avec un parti, après il se sépare de vous et vous devenez minoritaire, alors il faut convoquer les élections.
il faut donc éviter cette instabilité que peut engendrer un régime parlementaire de type classique, comme on en voit en Italie ou ailleurs. Voilà. En revanche, un régime présidentiel à l'américaine, on a pu y penser à un moment donné. Mais est-ce que nous avons les jeux d'équilibre qu'autorise le régime présidentiel à l'américaine? Nous avons donc pensé qu'un vrai régime mixte, c'est-à-dire où il y aurait un président, au sein de l'exécutif, un vrai partage des compétences et des attributions entre le président de la République et le chef du gouvernement, où le chef du gouvernement n'est pas là pour inaugurer les chrysanthèmes ou bien un pot de fleurs qui ne peut rien faire, mais où il a des pouvoirs, ne serait-ce que dans le domaine qui lui est attribué, en particulier généralement la conduite de la politique économique. Oui, effectivement, nous pensons que c'est une meilleure formule, parce que c'est mi-parlementaire, mi-présidentiel. Donc, voilà la tendance, en tout cas, vers laquelle nous orientons. Alors, l'autre, c'est les 5 piliers, le pacte. Alors, la question de l'emploi, bien sûr que c'est au centre des choses. Quand nous avons dit que le pacte éducatif, justement, que nous élaborons, c'est aussi pour trouver une solution adéquate à l'emploi. Mais le pacte productif va dans le même sens. Tout ce que le MRC voudrait essayer de faire, c'est de juguler le chômage, en particulier celui des jeunes. Et donc, ce serait très long à décliner ici. Mais vous devez bien voir le lien étroit et direct qu'il y a entre la modification, le changement du système éducatif et les perspectives d'accroissement de l'employabilité que cela génère. Parce qu'aujourd'hui, on multiplie les filières professionnelles, mais qui ne peuvent pas permettre aux jeunes de trouver un emploi. Tenez, quand on dit dans une faculté de droit qu'il y a 14 filières professionnelles, qui vont d'ailleurs tous conduire à des doctorats, c'est pour ça que le Cameroun est inondé de docteurs. Donc voilà. Mais non, ce n'est pas de ça dont il est question. Il faut trouver justement une formation qui permette aux jeunes de trouver des emplois. Et tout notre projet de société va dans ce sens. Donc je n'ai pas le temps de détailler plus. Maintenant, vous avez demandé si la question des ressources naturelles et la création des richesses par l'intelligence suffiront à juguler. Mais je ne vois pas d'autre solution. Si vous exploitez rationnellement vos ressources naturelles, vous négociez de bons contrats avec les partenaires extérieurs, à la fois pour l'exploitation et éventuellement pour la transformation, même pas éventuellement, pour la transformation de la partie qui doit nécessairement être transformée localement. Et que parallèlement, vos jeunes justement talentueux, vous parliez tout à l'heure de le Kenya. J'ai pas beaucoup de temps, mais le Kenya pendant longtemps, le Cameroun était dans les années 70 le premier pays en Afrique subsaharienne à avoir des ingénieurs informatiques, le tout premier. Le Kenya était très peu impliqué dans l'affaire. Maintenant, nous avons délaissé le secteur. Vous savez, le Kenya est devenu maintenant le pôle en Afrique subsaharienne où tous les majors veulent aller. Microsoft, Apple, tout le monde dit it is the place to be. Alors pourquoi? Parce qu'ils ont créé le cadre pour qu'on y aille. Et du coup, leurs jeunes, le M-Pesa, pour le transfert d'argent, c'est un Kenyan qui a mis au point. Et c'est ça qu'on dit dans le monde, y compris en Inde où vous parliez de logiciels. Est-ce que ça ne crée pas de la richesse? Ça ne crée pas de l'emploi, et combien d'emplois? Donc nous pensons que le talent doit être valorisé. On doit donner une chance justement aux énergies de se déployer pour créer à la fois la richesse et les emplois. Il n'y a pas une autre solution à notre avis. S'agissant des langues nationales, quelqu'un a dit qu'il fallait encourager les langues locales. Il n'y a pas d'incompatibilité, et d'ailleurs je ne vois pas comment par un décret on pourrait supprimer les langues locales qui existent au Cameroun aujourd'hui. C'est simplement qu'à côté de ces langues locales, nous pouvons avoir une langue nationale. Et ce n'est pas parce que vous allez prendre un décret pour dire qu'il faut enseigner les langues locales qu'elles soient enseignées. C'est une politique qu'il faut mettre en place. J'ajoute que vous ne pouvez pas... Les langues nationales enseignées localement, c'est bien parce que ça permet de maintenir la culture. Mais vous ne pouvez pas vous communiquer en tant que Camerounais du nord au sud avec cette langue. Et donc l'identité que nous recherchons à travers une langue nationale ne sera pas atteinte. Donc je ne pense pas que on peut régler les choses de façon aussi lapidaire en disant au lieu de faire ceci, il faut demander qu'on enseigne ceci. Non, on doit enseigner les langues locales, c'est bien, mais avoir une langue nationale, ce n'est pas incompatible. Je peux simplement vous signaler que toutes les études montrent que les enfants, avant l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 5 ou 6 ans, peuvent pratiquer 4-5 langues couramment sans aucun problème. Et donc ça n'est pas incompatible tout ça. Enfin, problème de microfinancement. Je pense que
on ne peut pas dire qu'il manque des structures de microfinancement au Cameroun. Il y en a même beaucoup. J'oublie le chiffre que le gouvernement, le ministère a sorti dernièrement. Dans une ville comme Yaoundé, c'est en centaines. Et heureusement, dans les zones rurales aussi, il y a par exemple le Camcul pour tout le nord-ouest, il y a les MUFA, dans les zones, notamment qui est une mutuelle de microfinance uniquement pour les femmes. Il y a les MC2, n'est-ce pas, qu'on retrouve de plus en plus sur l'ensemble du territoire, et beaucoup d'autres structures de microfinancement qui ont même un rayon beaucoup plus limité. Donc c'est pas ça qui manque. Je pense que le problème au Cameroun aujourd'hui, c'est de trouver un système qui permette d'injecter de l'argent dans le circuit de microfinancement à des taux intéressants. Parce que si vous regardez bien, le problème c'est que les structures de microfinancement deviennent plus chères que les banques classiques parce que leurs taux sont pratiquement usuraires. Vous comprenez? Et donc elles ont perdu finalement leur mission. Donc si vous voulez financer la paysannerie et les niveaux locaux, il faut trouver un mécanisme d'injection par l'État dans les systèmes les plus sérieux de l'argent à des taux bas pour qu'on prête à des taux intéressants aux micro-entrepreneurs. Donc les structures existent. Que pensez-vous du système bancaire au Cameroun? Je pense que le système bancaire au Cameroun s'est amélioré. Il s'est redressé après les décisions des années 90, début des années 90. Il y a eu vraiment une grosse restructuration. Les canards boiteux ont été fermés au détriment malheureusement du déposant camerounais parce que dans bien des cas, ce sont eux qui ont laissé les plumes et non pas les institutions. Il y a eu aussi des escrocs comme Leadership Academy où beaucoup de jeunes de Camerounais ont perdu beaucoup d'argent dedans. Dans d'autres pays, par exemple, on appelle ça, en Albanie, il y a eu ce cas, ou au Bénin, il y a eu la même structure a fait cela, il y a eu un crash financier, mais l'État a remboursé. Au Cameroun, l'État n'a remboursé personne. Donc le système bancaire est relativement plutôt bien assaini et on se réjouit d'ailleurs de voir qu'il y a des nationaux qui ont initié des projets bancaires qui tiennent la route sur la distance. Donc on peut que s'en féliciter, ça n'existait pas il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Maintenant la question du franc CFA, vous me donnez l'occasion, j'aurai peut-être pas beaucoup de temps d'en parler. Je fais l'objet de toutes les attaques sur la question du franc CFA. Monsieur Twinjam Pouemi, le professeur Twinjam Pouemi, était peut-être votre oncle. Mais moi, je le connaissais. J'ai eu une très brève relation personnelle avec lui avant sa disparition, un certain 27 ou 23 décembre 1984. Et donc, c'est quelqu'un que je connais, dont je connais très bien la pensée économique. Je dis toujours à nos compatriotes, les questions monétaires ne sont pas des questions dont on parle de manière irresponsable et avec passion. Quand on est dans les amphithéâtres, on peut dire ce qu'on veut. Quand on veut écrire un bouquin intellectuel, on peut dire ce qu'on veut. Quand on est né sur des plateaux de télévision et que l'on veut faire ou de la démagogie ou du populisme, on peut dire ce qu'on veut. Mais quand on aspire à gérer un pays, à diriger un pays, on en parle avec responsabilité. Et moi, j'en parle avec responsabilité. La question du franc CFA peut être abordée sous l'angle, certains disent, est-ce qu'on se retire, est-ce qu'on ne se retire pas? Si vous me demandez, est-ce qu'on se retire, je peux vous dire, je ne peux pas y répondre maintenant pour deux raisons. Pour des raisons techniques d'une part et pour des raisons d'opportunité d'autre part. Raison technique. Pour que vous parliez de vous retirer d'une monnaie, d'abord il faut connaître les accords la teneur des accords qui nous lient là-dessus. Ça c'est la première chose. Parce que ce n'est pas la peine que les gens aillent parler des choses qu'ils ne connaissent pas. Deuxièmement, à supposer que les accords vous facilite la possibilité de retrait. Et donc vous dénonciez les accords. Maintenant commencent les problèmes techniques. Moi je ne connais pas quelle est la quantité des réserves monétaires du Cameroun au moment où nous parlons. Je ne connais pas. Je ne connais pas quelles sont nos réserves en or. Je ne connais pas. Une monnaie ne se crée pas en l'air. Ce n'est pas des coupures de papier que l'on émet comme cela. Vous devez garantir la monnaie. Sinon elle s'effondre. Sinon vous ne pouvez rien faire avec cette monnaie. Alors comment voulez-vous que je prenne ici position pour dire je vais faire ceci ou faire cela alors que je n'ai pas l'État, je ne connais pas le stock d'or du Cameroun, je ne connais pas la quantité de nos réserves en devises. Combien de mois, je ne sais pas, faudrait que quelqu'un cherche combien de mois d'importation par exemple
avons-nous au Cameroun? On peut importer, c'est-à-dire nos réserves nous permettent d'importer des produits pendant combien? 6 mois, 1 an, 12 mois, 3 mois? Et vous voulez créer une monnaie? Et vous pouvez la créer, parce que vous avez d'autres choses. Mais ça, donc j'ai donné quelques indications techniques. L'autre considération qui est à la fois technique et politique et d'opportunité veut que, et je l'ai dit partout et je le répète, en matière monétaire, quand on veut faire, on agit, on ne dit pas. Pourquoi? Parce que vous pouvez couler l'économie d'un pays en annonçant ce que vous allez faire sur une monnaie. Si vous dites que vous allez faire de la dévaluation du franc CFA dans une semaine, le système bancaire camerounais va s'effondrer. Et ce n'est pas parce que vous aimez X ou Y ou parce que vous avez peur de quoi que ce soit, c'est simplement un problème de responsabilité. Si vous dites que vous allez... Imaginez que je dise maintenant je vais sortir du franc CFA. Oh, très bien. Les gens ont pris cela, ils ont noté. Le jour où le MRC gagne les élections ou arrive au pouvoir, la première chose c'est que j'ai, par ma prise de position, avancé, créé l'incertitude. Donc les gens vont être dans des positions d'attente. On va voir ce que ce monsieur veut faire du franc CFA. C'est normal, hein? Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre effectivement tous leurs dépôts qu'ils vont mettre ailleurs. En attendant, c'est une position d'attente, c'est normal en économie. C'est ce qu'on fait en économie. Et qu'est-ce que je fais moi? Par rapport aux Camerounais, par rapport au développement du pays. Vous comprenez pourquoi on ne peut pas parler de ces choses-là à la légère? Pourquoi on ne peut pas le faire pour contenter un certain auditoire? Il faut être responsable. Et j'appelle nos compatriotes à en parler en responsabilité. Maintenant, ceux qui n'ont pas l'ambition d'assumer des responsabilités, ils peuvent être libres de dire ce qu'ils veulent. Je voudrais terminer sur la question du franc CFA en vous disant, pour moi, ce n'est pas un tabou. C'est simplement qu'il faut en parler avec responsabilité. Je vous ai montré sur le plan technique les réserves, nos stocks d'or, nos réserves en devises. Il faut d'abord les avoir pour savoir comment vous soutenez cette monnaie. Je vais vous dire, est-ce que vous savez qu'il y a eu un effondrement du Naira? À partir du moment où le cours du pétrole a baissé, il y a eu un effondrement du cours du Naira et il y a eu des turbulences terribles. D'ailleurs, ça se poursuit sur la bourse de Lagos. Les questions économiques et financières et surtout monétaires, c'est pas comme j'entends certains de nos compatriotes en parler un peu comme ça à la légère. Et donc, il faut connaître ces dons, ces réserves, ces stocks d'or, ces réserves en devises, pour maintenant, à supposer même que les accords ne soient pas un obstacle, pour savoir ce que vous allez décider. Et maintenant, si vous avez décidé, faites-le, ne commencez pas à annoncer, parce que c'est le plus sûr moyen de tuer votre économie. Voilà la réponse que je peux vous donner. Et je crois que toute personne qui connaît un tout petit peu ces questions-là, et surtout qui veut les aborder de manière responsable, vous le dira. Je disais, juste pour terminer sur ce point que ce n'est pas un tabou, c'est le président Hollande lui-même, qui à Dakar, dans un discours de Dakar, c'est pour ça que je ne comprends pas les Africains, a dit, oui, lui-même pense qu'il est temps que l'on réfléchisse, parce que les Africains doivent tirer davantage parti du franc CFA. Je n'ai pas rêvé, je l'ai entendu, et le discours existe. Mais où est-ce que les Africains ont commencé à réfléchir sur le franc CFA? En dehors d'aller se répandre avec des discours totalement machin sur les plateaux de télévision, j'ai rien vu, j'entends rien. Donc, de grâce, ne créons pas les conditions de l'effondrement de l'économie camerounaise demain par des prises de position à la fois irresponsables et non contextuelles. Voilà. Bon. Ça va. Question sur la fuite des cerveaux. Pas la fuite des cerveaux, mais comment faire revenir... Oui, le médecin. Oui, nous avons dit que nous attachons un prix particulier à la diaspora camerounaise. Dans notre esprit, il s'agira de mettre en place vraiment des structures d'implication de la diaspora. Celle qui veut revenir au pays comme celle qui veut rester. Parce que dans notre esprit, il ne s'agit pas de dire que tout de suite tout le monde va revenir. Je ne suis même pas sûr qu'il soit dans l'intérêt du Cameroun que toute sa diaspora rentre. Donc, une partie va rentrer et il faut organiser les conditions d'accueil et d'insertion de celle-là dans le circuit. Que ce soit dans le circuit administratif ou le circuit économique. Et si vous voulez aborder le problème, bien que l'ordre des médecins soit une association, une organisation
j'allais dire, autonome, donc ce n'est pas une structure de l'État, il reste que c'est sous la tutelle du ministère de la Santé. Donc si vous voulez mettre en place une politique d'accueil des médecins formés à l'extérieur, des médecins, comme vous le dites, au nom de quoi pourrait-on mettre 3 ans à traiter le dossier d'un médecin formé en France ou ailleurs, dans des pays développés et exerçant dans ces pays, 3 ans à instruire un tel dossier? Sachez que cela ne me surprend pas. Ça fait partie du génie camerounais et du talent camerounais de faire disparaître les pièces de dossier des gens. Je peux vous multiplier des cas de jeunes qui voulaient rentrer pour enseigner, par exemple, à l'université et qui n'ont jamais pu le faire. J'en connais au moins 2 ou 3 qui sont restés parce qu'ils ont déposé leur dossier en bonne et due forme et le dossier était incomplet au moment où ils devaient aller devant la structure qui analyse et prend la décision. Ils ont complété et il y a toujours eu quelque chose qui manquait. Et il en va de même pour ceux qui sont au Cameroun. Par exemple, plein de collègues de l'université se plaignent au moment du changement des grades, n'est-ce pas, le passage de grade d'un grade à l'autre. Ah, allez au CCU, au ministère, enfin, allez vous renseigner, vous allez mourir de rire. Combien de fois un enseignant complète son dossier? Aujourd'hui, c'est telle pièce, vous complétez, le lendemain, c'est telle autre. Parce que des gens soustraient. Mais on peut mettre un terme à tout cela si, effectivement, le pays est organisé et sérieux. Donc, par exemple, pour les médecins, c'est une politique qui doit être traitée, que l'ordre de médecins soit un ordre autonome. Après tout, c'est l'État qui gère le pays. Et l'État peut dire à l'ordre des médecins, voilà, les dossiers de médecins camerounais formés et pratiquant en plus de surcroît à l'étranger, vous n'avez pas besoin d'inscrire, ils sont inscrits. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité. J'ajoute que les structures pour nous, et ça c'est pour les médecins, mais ça, ce sera pareil. Par exemple, pour ceux qui veulent... Par exemple, pour ceux qui veulent s'installer à leur compte, qui veulent, par exemple, créer une entreprise, c'est là qu'il faut faire des guichets spéciaux, particuliers. Parce que le jeune qui arrive, parfois avec son financement, parce que le pays d'où il part veut l'accompagner dans son projet, il a déjà son financement, il a un projet bien monté, il peut avoir un guichet différent du guichet général qui existe déjà dans le pays pour d'autres types d'opérateurs économiques. Il y a plein de possibilités, on peut assouplir, on peut faciliter. En réalité, si au départ il y a une volonté d'accueillir, le reste pourra aller de soi, ce ne sont pas les solutions qui manquent. Je pense que ce disant, nous avons répondu à toutes les questions. Et oui, merci Monsieur le Président. Le temps nous fait défaut. Je sais que vous avez encore tout plein de questions. Deux dernières questions. Oui, je veux bien. Il y a monsieur en rouge, j'avais donc une seule question par personne. S'il vous plaît. Oui, monsieur, allez-y. Oui. Je vois même une dame au fond, vous n'allez pas vous Oui, s'il vous plaît, donnez le micro, monsieur. Oui. Bonjour, professeur. Bonjour. Je suis Blascoso. Alors, j'ai une seule question, compte tenu du temps, évidemment. Alors, depuis que j'ai commencé à m'intéresser à la politique de mon pays, ça fait 14 ans, j'ai pour S'il vous plaît, un peu de silence, s'il vous plaît, on écoute la question. J'ai pour retour vu les revendications de l'opposition camerounaise. D'abord, on a revendiqué le multipartisme, on a eu le multipartisme. Ensuite, on a revendiqué d'obtenir un code électoral unique. Ensuite, on a revendiqué au même moment d'obtenir les urnes transparentes. On les a eues. On a revendiqué le code électoral unique. On a aujourd'hui ELECAM qui est passé par plusieurs moulinettes. Et donc ma question concerne, est-ce que à chaque fois on ne confond pas ou bien on ne se trompe pas vraiment de là où on met le curseur pour pouvoir impulser ce changement-là? Qu'est-ce qui aujourd'hui, et le professeur Kanto a fait la remarque, le code électoral aujourd'hui de ELECAM interdit le vote dans les casernes. Pourtant ça a lieu dans les casernes. Est-ce qu'il suffit d'avoir un code électoral consensuel pour qu'on ait des élections libres et transparentes au Cameroun? Personnellement, je ne pense pas. On a eu des rencontres, des accords consensuels au Cameroun comme la tripartite. Ça n'a pas empêché qu'au moment venu, ce ne soit pas respecté dans sa plénitude. Oui, merci. Encore une question? Il y a une dame au fond là. Il y a une dame au fond là.
D'accord, venez à la dame derrière. Voilà, c'est la deuxième et dernière question. La dame, on a dit la dame. Bonsoir, Marie Coeta, je suis dans le secteur de la santé. Donc j'ai deux questions. Déjà la première, je crois qu'elle fâche. Je vois sur votre table, il n'y a pas de femmes. Cameroun, vous n'en sortirez pas sans femmes. Donc je voudrais savoir pourquoi il n'y a pas de femmes sur votre table. C'est la première question. Non. Et la seconde, moi je suis un peu plus gestionnaire que politique. Il y a eu beaucoup de questions sur la politique, mais pas vraiment concrètes sur la mission. Vous avez parlé des stratégies, mais je n'ai pas vu des actions en fait. C'est quoi les actions que vous mettez sur place? Par exemple, proposez-nous un parcours de soins qui permet de régler ce problème épidémiologique au niveau de l'appendicite par rapport au niveau du choléra ou bien du paludisme. Donc je voudrais des actions concrètes sur la table et qui nous font rêver. Merci. Ils sont pas au gouvernement, madame. D'accord. Ok, ça va. Si on peut répondre et puis on va... Bien. Oui. Non, ce n'est plus nécessaire parce que je réalise que les femmes réfléchissent presque toutes de la même façon. Ça va alors. Ok. D'accord, on va répondre à ces deux dernières questions. Bien, là, suffit-il d'avoir un code électoral consensuel s'il vous plaît, un peu de silence. Pour avoir des élections transparentes? Personne n'a dit que le code électoral consensuel réglera tout. Mais chaque fois qu'il y a une avancée, il faut la prendre. Et nous pensons aujourd'hui que un code électoral consensuel, s'il est consensuel, cela veut dire que dans son élaboration, on a pris en compte les insuffisances qui ont été notées. Vous avez dit que oui, avant on a revendiqué un code unique. Là aussi, c'est un raccourci parce que ce n'est pas le code unique seulement. C'est-à-dire, vous avez pris dans les revendications de l'opposition un aspect. L'opposition voulait un code unique parce que les lois étaient éparpillées, les dispositions relatives aux élections étaient éparpillées dans plusieurs codes. Ils ont dit non, il faut rassembler ça dans un document unique, mais ce n'était pas ça la seule revendication, ou même le fond de la revendication. Le fond de la revendication a toujours été les points sur lesquels on achoppe aujourd'hui. C'est-à-dire, par exemple, le fait que le processus de dépouillement et de comptabilisation des voix se prête aux fraudes. Le fait que l'enregistrement ou bien les inscriptions sur le code électoral se passent de telle manière qu'il y a toujours des cartes qui ne sont pas distribuées et que les autres utilisent pour faire des votes multiples ou des charters électoraux. Le fait qu'on dise qu'il y a un vote biométrique mais qu'on vous autorise à voter avec une carte nationale d'identité et précisément que chacun pouvant arriver avec n'importe quelle carte, ce n'est plus celui qui a un nom sur la liste électorale qui vote. Et qu'il y a des gens qui viennent pour voter et découvrent que quelqu'un a déjà voté à leur place. Donc, c'est tout cela qu'on veut corriger. Et c'est pour cela que nous pensons que si on était d'accord, on s'accordait pour corriger cela, ça ne résoudrait pas tous les problèmes, mais ça permettrait d'y aller avec quelques chances réelles d'aboutir à des résultats acceptables. L'absence de femmes, c'est une question qui est revenue. Je dirais simplement qu'il y a des femmes au MRC, et Dieu merci, parce que nous sommes très conscients que sans les femmes, effectivement, on ne peut pas gagner des élections au Cameroun, on ne peut même pas changer le pays, non seulement parce que démographiquement elles sont majoritaires, mais ensuite parce qu'elles ne sont pas moins intelligentes que qui que ce soit, mais parce que, et moi je le dis d'expérience, peut-être récente en politique, mais d'expérience, j'ai noté que leur engagement est plus fort, et plus déterminé. Quand les femmes s'engagent, elles s'engagent vraiment avec beaucoup plus de conviction souvent que les hommes. Elles changent moins facilement que les hommes, et donc nous sommes conscients que c'est important. Pourquoi n'y en a-t-il pas dans notre délégation? La taille de la délégation n'est pas nécessairement celle que nous voulions au départ. Vous auriez pu voir ici, par exemple, le secrétaire général de notre parti, parce que nous voulions, par exemple, qu'un de nos compatriotes anglophones soit avec nous. Il n'a pas pu voyager, il y a des questions, des problèmes de visa. Vous auriez pu voir notre responsable de la communication, qui est le conseiller du président, il n'est pas là. Ensuite, nous voulions
prendre des responsables du parti à un certain niveau. La vérité aussi, il faut le dire, madame, c'est que les femmes qui pourraient jouer un rôle important dans le parti en raison de leur niveau d'éducation font comme la plupart des Camerounais, soit disent la politique, ces choses-là c'est pas pour nous, c'est pas notre affaire, soit estiment qu'elles ont beaucoup de choses à perdre. Parce que la plupart des femmes commencent leur discours toujours en disant moi je ne fais pas la politique. Alors, résultat, nous avons beaucoup de femmes qui peut-être pour l'instant ne sont pas nécessairement, ne se recrutent pas dans la tranche la plus lettrée ou la plus éduquée de notre société. Nous avons une femme néanmoins qui est la présidente de l'organisation des jeunes, est une femme, mais nous ne pouvions pas l'amener avec nous pour diverses raisons, elle n'a pas pu être là. Donc voilà, maintenant j'exhorte les femmes, y compris celles de la diaspora, à rejoindre le MRC. La prochaine délégation pourra avoir dans ses rangs plusieurs femmes de la diaspora et donc on verra que c'est moins machiste ou moins masculin que ça l'est maintenant. Mais tout dépend des femmes. Je dis toujours, je terminerai par là, que lorsque le code électoral dit, plus exactement la jurisprudence de la Cour dit, parce qu'on dit il faut avoir sur la liste parmi les candidats des hommes et des femmes. Très bien. Mais que faites-vous lorsqu'un parti n'a pas de femmes adhérents? Est-ce qu'on va aller attraper dans la rue les gens qui passent en disant voilà, il nous faut absolument et vous venez? Donc l'engagement politique est d'abord individuel et personnel. Et nous souhaiterions avoir le maximum de femmes possible, et même si possible toutes les femmes du Cameroun, dont nous avons les bras grands ouverts. Vous pouvez les sensibiliser en ce sens aussi. Merci. Je crois que le dernier point était très technique. Si, madame, je présume que vous êtes un professionnel de la santé, si nous venions ici vous décliner le parcours des soins, je pense quand même, soit vous trouveriez qu'on est trop détaillé, soit vous trouveriez que nous ne sommes pas assez compétents. Je ne pense pas qu'on puisse aller à ce niveau de détail. Et ce n'est même pas le rôle d'un parti politique de décliner un parcours de soins. C'est de sensibiliser ceux qui sont en charge de faire les soins, de bien traiter les malades, ou ceux qui organisent, soit et la carte sanitaire et tous ces parcours de soins, de mieux les organiser. Maintenant, si le MRC est en capacité de diriger le pays, croyez-moi, il s'attachera, vos services et ceux d'autres Camerounais compétents dans le domaine, pour l'aider à définir le meilleur parcours de soins possible. Enfin, je dirais que certains détails peuvent manquer ici. Je vous ai exposé notre projet de société. Pour les élections à venir, ce n'est pas un projet de société que nous allons vous présenter, ce sera un programme. Il y a une différence entre un projet de société et un programme électoral. Parce qu'un programme électoral est plus détaillé et plus chiffré. Nous allons le chiffrer. Nous ne dirons pas il faut faire ci, il faut faire cela. Il faudra estimer le coût de ce qu'on veut faire et indiquer à peu près où est-ce qu'on pourra trouver les financements pour que les Camerounais sachent ce qui relèvera des ressources que l'on peut trouver localement et ce qui relèvera du financement extérieur, c'est-à-dire soit par les institutions de financement du Bretton Woods, soit par d'autres mécanismes de financement qui existent. Merci. Voilà. Merci, chers amis, chers compatriotes. Nous arrivons au terme de cette soirée qui a été extrêmement intéressante et constructive.